Bien, nous allons maintenant aborder la troisième vidéo de ce cours de droit administratif. Nous allons voir le régime disciplinaire des agents de l'État et ensuite nous allons voir l'action de l'administration et plus précisément alors l'acte administratif. Alors, le régime disciplinaire, on va en voir ses principes et ensuite son déroulement. C'est en matière disciplinaire que les principes généraux sont les plus éloquents. Vous allez voir que selon le Conseil d'État, une sanction disciplinaire est une mesure par laquelle l'autorité administrative inflige une punition à un membre du personnel qui a manqué à ses obligations professionnelles et qui lui rappelle ainsi ce que doit être le bon fonctionnement du service. De l'ordre croissant de gravité, les sanctions administratives sont le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue de traitement, le déplacement disciplinaire, la suspension disciplinaire qui ne peut pas dépasser 3 mois et ne peut pas donner lieu à une retenue de traitement supérieure au montant fixé par la loi du 12 avril 65, la régression barémique, la rétrogradation, la démission d'office et la révocation. Cette énumération précise des sanctions disciplinaires, auxquelles l'autorité disciplinaire est impérativement tenue, constitue donc une garantie pour l'agent qui ne peut se voir infliger d'autres peines que celles que je viens d'énumérer. Les faits, quant à eux, qui peuvent être reprochés, ne donnent pas lieu à une nomenclature. Il doit s'agir, j'ai envie de dire simplement, d'un manquement à un devoir. Il ne faut donc pas un comportement précis pour que des poursuites disciplinaires puissent être engagées à l'égard d'un agent. Un comportement général peut régulièrement être sanctionné. Il revient à l'autorité disciplinaire d'apprécier la qualification des faits et de choisir, parmi les sanctions consacrées par le statut, celle qui paraît correspondre le plus adéquatement à la nature des faits reprochés. À cet égard, le Conseil d'État opère un contrôle, mais celui-ci se limite à la censure de ce qu'il convient d'appeler les erreurs manifestes d'appréciation. En clair, les faits doivent à suffisance être démontrés, la qualification être raisonnablement adéquate et la sanction être proportionnée. Vous pourrez aller voir, si vous le voulez, l'arrêt du Conseil d'État Rigaud, arrêt numéro 200.271 du 29 janvier 2010 sur la jurisprudence du Conseil d'État. Quant au déroulement de la procédure, un grand nombre de principes généraux sont consacrés en matière de procédure disciplinaire.
qui doit être rigoureusement effectué. L'agent doit être entendu en ses moyens de défense à l'égard de tous les faits qui lui sont reprochés. C'est la consécration écrite du principe général du droit au respect des droits de la défense en matière disciplinaire. L'agent doit pouvoir se faire assister à tous les stades de la procédure disciplinaire de la personne de son choix. Il s'agit le plus souvent soit d'un avocat, soit d'un délégué syndical. L'agent doit pouvoir consulter le dossier disciplinaire avant d'être entendu. La séance d'audition doit être publique si l'agent en fait la demande. L'agent ne saurait faire l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés, sauf de nouveaux éléments qui justifieraient la réouverture du dossier et pour autant qu'ils se produisent avant l'échéance du délai de prescription de l'action disciplinaire. Cette garantie constitue la consécration du principe général de droit non bis in idem, ce qui veut dire pas deux fois dans la même chose, autrement dit, deux sanctions de même nature ne peuvent être prononcées à l'encontre d'une même personne pour la commission d'un même comportement. On peut également relever que ce principe de non bis in idem n'interdit pas qu'un même fait soit sanctionné sur le plan disciplinaire, autrement dit interne à l'administration, et au pénal devant un tribunal correctionnel, voire éventuellement une cour d'assises, dès lors que ces deux sanctions ne sont pas considérées comme étant de même nature. Exemple, un gardien de prison qui aurait frappé un détenu pourrait se voir infliger une sanction administrative de l'administration pénitentiaire et ensuite un jugement devant le tribunal correctionnel pour des coups et blessures volontaires. Principe suivant. L'autorité qui prononce la sanction disciplinaire ne peut pas être la même autorité que celle qui a proposé la sanction disciplinaire. Autrement dit, la procédure est divisée en deux temps. Le premier temps est celui de la proposition qui conduit l'agent concerné à être entendu. Le second temps est celui de la sanction. On peut également lier ce principe à l'exigence d'impartialité. La partialité pourrait être avérée pour d'autres raisons, vu qu'on ne peut pas à la fois être procureur et juge. Le procureur propose que le juge dise la culpabilité et la peine, mais c'est le juge qui, in fine, a la décision entre ses mains. L'agent qui se voit reprocher plusieurs faits ne peut se voir poursuivre qu'une seule fois et ne peut se voir infliger qu'une seule peine. L'agent doit disposer d'un recours administratif organisé auprès d'une commission à laquelle est au minimum reconnue
une compétence d'avis. Cette commission doit être présidée par un magistrat et doit être composée de manière paritaire par des assesseurs désignés pour moitié par l'autorité et pour l'autre moitié par des organisations représentatives du personnel. L'autorité qui inflige la sanction ne peut pas infliger une sanction disciplinaire plus lourde que celle qui est proposée par l'autorité. Une sanction disciplinaire ne vaut que pour l'avenir. Une sanction disciplinaire ne peut donc jamais avoir de conséquences avant son prononcé. Il s'agit de la consécration écrite du principe de droit de la non-rétroactivité des actes administratifs en droit disciplinaire. La décision doit être motivée en la forme, c'est-à-dire que comme un jugement, elle doit contenir l'ensemble des considérations de fait et de droit qui servent de fondement à la décision. Et finalement, la décision doit être communiquée sans délai à l'agent. Si je reprends tous les principes que je viens de vous énumérer, vous verrez que le premier principe est le principe d'impartialité. Autrement dit, l'autorité disciplinaire ne peut pas être considérée comme partiale par la personne qui est poursuivie. On exige à cet égard une impartialité subjective et une impartialité objective. Le deuxième principe est le principe d'indépendance de l'action judiciaire avec l'action disciplinaire. Dès lors, le sort qui va être réservé à l'une ou à l'autre action peut être différent. Ce qui veut dire que l'autorité n'est pas tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale qui aurait été engagée pour intenter des poursuites disciplinaires. L'autorité disciplinaire doit statuer dans un délai raisonnable, ce qui implique qu'elle ne peut pas attendre indéfiniment avant d'agir. Il lui incombe dès lors d'instruire son dossier avec les moyens d'investigation qui sont les siens, en recueillant, le cas échéant, les aveux de l'agent. Un troisième principe peut être mentionné. Il s'agit du principe de la présomption d'innocence, qui veut que la charge de la preuve incombe à l'autorité disciplinaire et tant que cette preuve n'a pas été rapportée, l'intéressé doit être présumé innocent. On en a exactement le même principe au niveau du droit pénal. Je vous rappelle que nous sommes dans une procédure où c'est le ministère public qui est chargé de rapporter les preuves de la culpabilité d'un citoyen et que ce dernier n'a pas à prouver son innocence. C'est le pouvoir poursuivant qui doit prouver la culpabilité du citoyen. Nous retrouvons ce même principe
en ce qui concerne les sanctions disciplinaires. La sanction disciplinaire à laquelle l'agent s'est rendu coupable d'une faute pour laquelle il peut être condamné ne doit pas être confondu avec la suspension préventive dans l'intérêt du service. Si des poursuites disciplinaires ou éventuellement pénales sont engagées, l'intérêt du service peut justifier qu'un agent soit suspendu de ses fonctions. Ce qui distingue cette mesure de la sanction disciplinaire, c'est que la suspension préventive dans l'intérêt du service est dépourvue de toute intention de punir. Si l'on suspend préventivement un agent dans l'intérêt du service, c'est pour l'éloigner du service, dans la mesure où le comportement dont il pourrait s'être rendu coupable perturberait le service. Ainsi, en attendant de statuer sur son sort, l'agent est écarté à titre conservatoire et de façon provisoire par mesure d'ordre. Exemple, un agent de la police du rail inculpé dans le cadre d'une affaire judiciaire d'être impliqué dans des violences graves envers des personnes, violences commises dans l'exercice de ses fonctions. Ou encore, un enseignant poursuivi pénalement pour avoir eu des comportements sexuels inappropriés et avoir fait des avances sexuelles à des étudiants sur Facebook. Dans ce cas-ci, le pouvoir organisateur de l'école, estimant que l'intéressé pourrait présenter un danger pour la sécurité des élèves placés sous sa responsabilité et que la situation porte gravement atteinte à l'image de l'établissement et à l'intérêt de l'enseignement, ainsi qu'au bien-être et à la sécurité des élèves. Eh bien, dans ces deux cas, les agents ont donc été suspendus préventivement dans l'intérêt du service. Dans l'hypothèse où les poursuites pénales ou disciplinaires conduisent à observer que l'agent s'est rendu coupable d'une faute grave qui est avérée, la suspension préventive dans l'intérêt du service peut de plus être assortie d'une retenue de traitement et d'une interdiction de faire valoir ces titres à la promotion. L'autorité doit cependant faire un usage modéré de cette retenue, en raison de la présomption d'innocence dont bénéficie l'intéressé et des conséquences qu'une telle mesure est de nature à entraîner sur sa situation matérielle et celle de son entourage. Les principes généraux garantissent un certain nombre de droits à l'agent à qui l'on entend infliger une mesure de suspension. Il y a le droit d'être entendu préalablement. C'est la consécration écrite du principe général dû au respect de la défense et aussi du principe général
en latin audi alteram partem, c'est-à-dire que l'autre partie doit être entendue. Je vous rappelle que l'agent a droit à l'assistance à tous les stades de la procédure d'un défenseur de son choix, et enfin, le droit à un recours auprès d'une commission disposant à tout le moins d'une compétence d'avis. Voyons maintenant l'action de l'administration, ce que l'on peut appeler des actes administratifs. Je vous rappelle, on l'a déjà vu au cours, que l'action de l'administration a comme vue un seul objectif: atteindre ce que le bien public requiert dans le respect des principes juridiques en vigueur qui ont une valeur supérieure à l'acte administratif. Pour dire plus simple, le but de l'administration, comme je vous l'ai déjà dit, quelque part, c'est le bien, c'est le bonheur de la société. Pour y arriver, l'administration va disposer, comme tout un chacun, de deux techniques: la technique du fait et la technique de l'acte. Tous ces actes toutes ces opérations, tous ces actes que va prendre l'administration sont qualifiés de faits juridiques. Un fait juridique, c'est tout simplement n'importe quel acte, quel événement susceptible de produire des effets juridiques. Il existe deux types d'événements susceptibles de produire des effets juridiques. Il y en a qui se produisent sans l'intervention de la volonté humaine, par exemple une tempête, et les événements qui résultent de la volonté de l'homme, sans qu'il y ait forcément une intention de produire des effets de droit, par exemple un accident de voiture. Dans la vie administrative, si l'on reprend cet exemple, les faits juridiques sont nombreux. Un simple exemple, un agent du SPF Justice dactylographie une lettre. Un agent d'un ministère passe un coup de téléphone à son supérieur hiérarchique pour l'informer, par exemple, de l'état d'avancement d'un dossier. Ces simples faits-là sont des faits juridiques. Ces faits juridiques, mais ils échappent à la science du droit en tant que tels. Ils relèvent parfois de la sociologie, de la psychologie, etc., etc. Mais si les faits juridiques en eux-mêmes échappent en tant que tels à la science du droit, les conséquences de ces faits juridiques, eux, sont susceptibles d'engendrer des conséquences qui alors intéressent la science du droit. Exemple. Si en asphaltant une route, les ouvriers de la ville endommagent une voiture garée à proximité, eh bien, ce simple fait va entraîner des conséquences juridiques qui va obliger, sur base de 1382 du Code civil et suivant, l'administration à réparer. Autrement dit, nous n'allons pas nous intéresser aux faits juridiques en tant que tels, mais simplement
aux conséquences, c'est-à-dire aux effets juridiques que ces faits pourraient entraîner. À côté des faits juridiques, l'administration peut aussi adopter des actes, c'est-à-dire elle va manifester sa volonté aux fins de produire de manière concrète des effets juridiques. Et là, contrairement aux faits juridiques de l'administration, les actes administratifs, eux, entrent tout entiers dans le champ d'étude de la science du droit. Les actes administratifs dont je viens de parler peuvent être divisés en deux ensembles, soit les actes administratifs unilatéraux et des actes administratifs bilatéraux. Voyons d'abord l'acte administratif unilatéral. Je vous l'ai dit, l'administration est chargée de la gestion de la collectivité en vue d'assurer le bien commun. Pour ce faire, l'administration se voit reconnaître un pouvoir de commandement. Ce pouvoir est reconnu par la Constitution et par les règles prises en vertu de la Constitution. Grâce à ce pouvoir de commandement, l'administration est en mesure d'imposer par sa simple volonté des effets juridiques à la collectivité dont elle est chargée d'assurer la gestion. D'où le terme unilatéral qui témoigne de ce que une volonté, une seule, celle de l'administration, est nécessaire à produire des effets juridiques. Il y a chaque jour des milliers d'actes administratifs unilatéraux écrits qui sont adoptés en Belgique par les nombreuses administrations, que ce soit à l'échelon fédéral, régional, communautaire, provincial ou encore communal. Il existe aussi des hypothèses dans lesquelles la loi, prise au sens large, érige, c'est-à-dire va dire pour droit, qu'un acte administratif unilatéral existe et qui est le silence de l'administration. La plus importante de ces lois, c'est l'article 14, paragraphe 3 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Pour que cet article de loi puisse s'appliquer, il faut plusieurs conditions. La première, c'est qu'une autorité administrative est bien en cause. Dès lors, l'on ne parle pas d'une autorité législative ni d'une juridiction. Et ensuite, dans la seule mesure où l'autorité administrative était obligée de statuer. Si elle ne statue pas, une mise en demeure peut être adressée à l'administration qui, sans réaction, au bout de 4 mois, équivaudrait à un acte administratif unilatéral de refus. Et cet acte est susceptible de recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Vous verrez qu'il y a parfois certaines exceptions, mais je trouve que c'est déjà suffisant
comme cela pour que vous compreniez. Je continue. L'acte administratif unilatéral sont donc l'œuvre de l'administration. Mais tous les actes administratifs unilatéraux ne sont pas uniquement l'œuvre de l'administration. Pour parler autrement, il existe des actes administratifs unilatéraux qui sont posés par des personnes qui, d'un point de vue organique, ne ressortent ni du pouvoir exécutif, ni d'une autorité investie de fonctions administratives. Par exemple, les actes administratifs unilatéraux des assemblées générales. Vous verrez un arrêt très intéressant par rapport à cela, qui est l'arrêt d'une personne qui travaillait au Parlement bruxellois, l'arrêt du 16 octobre 1962, numéro 9633. Autres actes administratifs unilatéraux qui ne sont pas pris par le pouvoir exécutif, c'est les actes administratifs unilatéraux pris par des autorités de justice ou des autorités administratives qui assument des missions concernant une grande partie de la justice. Bon, retenez-le, mais nous n'allons pas approfondir cet élément-là. C'était simplement pour que vous le sachiez. Il existe également des actes administratifs unilatéraux, mais qui ne sont pas considérés juridiquement comme des actes administratifs. Par exemple, des actes de gestion interne. Ce sont des mesures prises par l'administration uniquement pour aménager ses services, soit le fonctionnement interne de ces services. Ces actes ne produisent pas d'effet juridique à l'extérieur de l'administration. Ces mesures doivent être respectées par les agents de l'administration, sous peine de désobéissance, et dès lors ils peuvent encourir une sanction disciplinaire, mais ces actes de gestion interne ne sont pas des actes administratifs en tant que tels, et nous verrons pourquoi il est important de savoir si un acte administratif est réellement un acte administratif. Deuxième type, les circulaires. Les circulaires se présentent comme une note qui contient des prescriptions formulées par le ministre ou par le chef de service à l'adresse des agents placés sous son autorité. Ces prescriptions servent à éclairer ou sur le sens et la portée des dispositions réglementaires et sur la manière de les appliquer. Mais tant que la circulaire ne contient que ce type de prescription, on parle alors d'une circulaire interprétative. Elle se contente de procurer uniquement une interprétation à un texte, mais ce ne sont que des actes de gestion interne qui ne produisent pas d'effet juridique à l'égard des tiers, mais qui imposent seulement aux agents d'administration d'appliquer un texte juridique d'une certaine
façon. Exemple, le cas d'une circulaire qui se borne à rappeler certaines dispositions législatives et à en expliquer la portée. Ou une circulaire qui ne contient aucune disposition contraignante en dehors de l'administration au sujet de la désignation d'huissiers de justice auxquels les agents peuvent faire appel pour la bonne gestion de leur service. Exemple, un huissier de justice pour une récupération d'un impôt qui serait dû. Je vous signale simplement que les actes préparatoires à un acte administratif et les actes post-décisoires à un acte administratif ne sont pas considérés en tant que tels par des actes administratifs. L'acte préparatoire, c'est un acte posé par l'administration dans le cadre du processus d'adoption d'un acte administratif unilatéral. Cet acte préparatoire n'est pas en tant que tel un acte administratif. Il pourrait s'agir par exemple d'un simple avis. Les actes post-décisoires ne sont pas non plus des actes administratifs. Qu'est-ce qu'un acte post-décisoire? Une fois l'acte administratif adopté, tout n'est pas fini pour autant. Il faut encore que cet acte soit publié, notifié, etc. Eh bien, cette publication et cette notification ne constituent pas en soi des actes administratifs unilatéraux à part entière, car ils ne produisent pas par eux-mêmes des effets juridiques, mais permettent simplement que l'acte administratif unilatéral qui a été pris sorte ses effets et acquiert ainsi la force obligatoire. Quel est l'intérêt de cette distinction? Savoir si un acte doit ou non être qualifié d'acte administratif unilatéral est important, car c'est à partir de cette qualification que l'on va savoir quel est le régime juridique spécifique que le droit belge va assigner à l'acte administratif unilatéral. Si les actes administratifs unilatéraux doivent être classés, ce classement est important car tous les actes administratifs unilatéraux n'ont pas la même portée. Il existe des actes administratifs unilatéraux qui vont avoir une portée réglementaire et d'autres une portée individuelle. L'acte administratif réglementaire est l'acte qui est accompli enfin en vue de pourvoir par des dispositions générales et abstraites à l'établissement de normes de conduite. L'acte administratif réglementaire se caractérise ainsi par son seul objet. Il ne va pas être pris pour une seule ou plusieurs personnes, ou pour une ou plusieurs espèces, mais pour la généralité ou pour une catégorie générale de destinataires
abstraitement définie. Exemple, le statut administratif des agents de l'État. L'acte administratif individuel est celui qui dispose par des mesures spéciales et concrètes, alors que l'acte administratif dont je viens de parler, réglementaire, lui prenait des mesures générales qui s'adressaient à une catégorie de personnes. Ici, nous avons un acte administratif individuel. Autrement dit, ce sont des actes qui ont pour destinataire des personnes déterminées ou des personnes pourvues à des situations concrètes. Ce sont donc des décisions qui s'adressent à une situation particulière. Exemple, un permis d'urbanisme, un permis d'environnement, l'autorisation d'exercer certaines professions, par exemple l'exploitation d'un service de taxi. Ces actes administratifs réglementaires ou individuels sont susceptibles de recours devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Nous verrons par la suite les recours et le travail du Conseil d'État. Quelles sont les prescriptions pour que cet acte administratif unilatéral soit valable? Autrement dit, pour qu'il soit légal ou encore régulier. Il faut d'abord que les règles internationales et européennes ou la Constitution soient bien sûr respectées. C'est le principe de la hiérarchie des normes juridiques. Ça, c'est ce que l'on appelle la légalité interne. Voyons maintenant la légalité externe. La légalité externe, cela signifie quoi? Que l'acte qui a été pris a été adopté par l'autorité compétente et que les formes et les formalités ont été respectées. La compétence de l'auteur de l'acte est la première exigence pour que l'acte administratif unilatéral soit régulier du point de vue externe. Soit cette autorité est une personne, soit cette autorité est collégiale. Si l'autorité publique est une personne, il faut que cette personne ait été valablement investie de la charge publique pour pouvoir exercer cette charge de façon régulière. Cette investiture se matérialise le plus souvent par la nomination ou l'élection. La règle, pas de compétence sans investiture régulière, est donc le principe qui régit ce que je viens de vous démontrer. Exemple. En 1914, un professeur de la faculté de droit de l'UCL à Louvain va assumer les fonctions de bourgmestre sans jamais avoir été investi
de cette magistrature. Deuxième exemple. L'autorité est un collège de personnes. Une autorité collégiale n'est valablement composée qu'à deux conditions. La première condition est que l'Assemblée doit réunir le nombre de membres requis. C'est ce que l'on appelle le quorum de présence, c'est-à-dire plus de la moitié des membres de l'Assemblée. La seconde condition est que ne peuvent régulièrement participer à l'accomplissement d'un acte unilatéral que les membres qui ont qualité pour y siéger et pour y délibérer. Exemple, une personne qui est ministre, président du gouvernement de la région wallonne, ne peut pas également être bourgmestre. Elle ne peut donc pas régulièrement siéger au sein du collège communal de la commune. Bon, je pense qu'on en a déjà bien travaillé par rapport à ce que l'on voulait voir aujourd'hui. Je pense que ce n'est déjà pas simple de comprendre la matière lorsque le professeur vous donne cours. Je pense que c'est encore plus compliqué lorsque ça se passe de la manière actuelle par vidéo. Donc, je vais m'arrêter là pour cette leçon et nous verrons par la suite les possibilités de recours et tout le travail qui est fait par le Conseil d'État. Voilà, je souhaite une bonne étude et je vous remercie de votre attention.